Vous n'avez pas monté sur les... Ah ouais? Je pensais qu'on les avait foutus sur une ferme. Non, elles étaient sur une ferme. Ouais. Mais on les a... Depuis de combien de temps on vend en AMAP? Eh bien, ça fait 16 ans qu'on est en AMAP. On a commencé avril 2006 exactement. Et jusqu'à ce jour, on est toujours en AMAP. Voilà. Donc quand on a démarré l'AMAP en 2006, on était encore producteur d'herbes aromatiques. Donc le premier semestre, on était encore sur le mine de Toulouse avec nos herbes. Et on a démarré l'AMAP avec les deux, mais bon, ça n'a pas gazé très longtemps. Et donc on est passé complètement en AMAP en mai-juin. Et du coup, voilà, donc on est parti que 100% AMAP. Et aujourd'hui, on est toujours 100% AMAP. Voilà. On nourrit 400 familles. On ne parle pas de panier, parce que comme on est 100% AMAP, c'est toute la récolte qui est redistribuée dans les paniers. Donc on parle de part de récolte, on ne parle pas de panier, parce que c'est pas un panier poids prix. Donc alors les gens qui adhèrent en part entière, donc on part en part entière parce que c'est plus facile nous, pour gérer tout ce qui est plantation et compagnie, c'est plus simple. Mais après, au final, les gens sont en demi-panier aussi. Et du coup, au final, on nourrit environ 400 familles. Voilà. En 1955, ils sont venus dans le quartier des Sables, à Lonnaguet, chemin Boudou. Et là, ils ont été métayers chez un autre Italien qui avait besoin. Donc ils ont travaillé dur, très dur, et ils ont acheté une petite propriété à Aucanville, avec toute la famille, le grand-père, mon oncle et mon père, et les femmes, et tout le monde travaillait là. Et jusqu'au jour où bon, il a fallu se séparer, parce que bon, c'était la promiscuité quand même, de vivre en famille, il faut le supporter. Après, ma mère a décidé de venir acheter du terrain sur Saint-Jory. Parce qu'à l'époque, déjà, beaucoup de maraîchers vendaient leur terrain du quartier des Sables, là, tout ça, ils vendaient pour la construction, il y en avait beaucoup. Donc il y a eu une grosse migration d'Aucanville, de la Lande, tout ça, et tout le monde venait sur Saint-Jory. Et donc ils ont trouvé ce bout de terre. Nous on est restés après au maraîchage, ma soeur aînée et moi. Et on a agrandi un petit peu la ferme, elle était 1,5 hectare dans les années 69. C'était déjà une grosse ferme. Parce que les autres fermes, aux côtés dans les sables, tout ça, c'était 5000 mètres. C'était déjà une grosse ferme. Mais des conditions difficiles de travail, parce que c'était pas des sols maraîchers. C'était des sols très argileux, qu'il a fallu beaucoup amender. Mais on avait la ressource de l'amendement juste à côté, parce qu'il y avait beaucoup encore d'élevage autour. Et donc ça allait bien jusqu'à la disparition des élevages. Voilà, et maintenant, ce que l'on fait, on utilise des composts, souvent d'origine commerciale. Donc bien sûr, on a continué, moi je me suis marié, et Véro est arrivée au jardin, et elle a fait du jardin avec nous. Et puis après, mon père est parti, il a pris ses parts dans le GAEC, jusqu'à devenir chef d'exploitation. Pas mal. De conjoint à chef d'exploitation, c'est pas mal. Donc après, on a fait beaucoup de cultures, on était très diversifiés à l'époque. C'était pas comme maintenant, où tu fais 2-3 cultures. Mais même en 70, là, on avait facilement 20 légumes différents dans le champ. On faisait même des pissenlits. On faisait de la rouge de Trévise, on faisait plein de choses. Chemin faisant, après, tu diminues parce qu'on te dit qu'il faut que tu te spécialises, parce que tu es moins rentable, parce que ceci, parce que cela. Donc tu écoutes, bon, en se disant que c'est mieux. Bon, je pense pas. Hein. Je pense pas, parce que sur le nombre de maraîchers que l'on était, dans les années 70, sur la commune, on était au moins 160, quoi. Et sur les 3 communes aux alentours, ça faisait 450 maraîchers. Maintenant, sur la commune, on n'arrive pas à remplir les 2 doigts d'une main. Les 2 doigts des 2 mains, on n'arrive pas. Voilà. Alors il y a bien sûr des gars qui font 30 hectares, mais jamais ça n'amène la diversité des légumes qu'il y avait à l'époque. C'est pas vrai. Donc demain c'est bouclé? Oui.
Alors les réactions, ça a été un peu compliqué. Déjà dans la profession, ça avait été un tollé parce que quand on a ouvert la MAP à Saint-Jory, la Mapien qui a créé le groupe avait fait des flyers qu'il avait distribués dans les commerces à Saint-Jory. Sur le flyer, il avait marqué, si je ne me trompe pas, marre des légumes durs comme des cailloux, marre des légumes avec des produits. Enfin, il avait mis un truc et du coup, les maraîchers qui allaient chez les commerçants du village et qui ont vu ces affiches, d'abord ils ont retiré les affiches et c'était à l'époque un maraîcher qui était président des maraîchers et du coup l'affiche elle est montée jusqu'à Paris au niveau des syndicats. Ça avait fait quand même pas mal de remue-ménage et bien donc à partir de là ils nous ont pas trop aimés. Pour dire pas du tout. Et oui, ça a été compliqué, les réactions autour de la MAP, oui, ça a été assez compliqué. Après, ça a été un peu aussi au niveau familial, comment dire, les parents qui ont eu du mal à croire au système de la MAP. Ils nous disaient, mais vous êtes sûr que ça va fonctionner, que les gens vont acheter vos légumes, sachant qu'ils ont le risque de ne rien avoir dans le panier, parce qu'il a grillé et tout, ça a été un peu compliqué. Mais après, voilà, on a prouvé que ça pouvait fonctionner. Comment s'est passée votre transition vers l'agriculture biologique? Alors, difficilement sur le plan technique, parce que il m'a fallu réapprendre des choses. Donc faire confiance à la nature, faire confiance que dans la nature, il n'y a pas que des mauvais, il y a aussi des bons. Alors au début, tu ne sais pas si ça va durer. Mais tu te dis, bon, allez, on va faire. Donc c'est compliqué. Tu passes beaucoup de temps et de nuits blanches à savoir si je fais ça, est-ce que je le fais bien, est-ce que je le fais pas bien, Qui c'est qui t'aide techniquement? Pas grand monde. Au tout début, je parlais. Après, il y a tout le temps eu ces histoires des conventionnels qui tapaient sur la tête des bio. Donc le problème, c'est que toi, tu es un conventionnel qui va vers les bio. Les bio, ils te disent, non mais qui c'est ce gros con là, il vient vers nous, mais on va pas lui apprendre. Donc tu prends une cartouche quand tu t'approches d'eux. Pour du compte, tu te trouves sur la ligne du milieu. Ah, celle-là, elle est compliquée. Donc du coup, il te faut avoir un putain de caractère de con, mais heureusement, tu as le soutien des AMAP. Et les AMAP te soutiennent. Et donc ça a permis de quoi? Ça a permis que je suis allé vers le bio, on pourrait dire vers une labellisation bio, parce qu'on est labellisé bio. Mais là, au début, on s'en foutait, on respectait le cahier des charges, le cahier des AMAP, là. Donc ça suffit, normalement. Puis voilà, t'as les yeux des autres en face de toi, quoi. Il faut être à l'aise, quoi, pour les regarder. Donc eux, ils ont permis que, parce que dans un marché normal, conventionnel, c'est très difficile de pouvoir aller vers le bio. Parce que tu as 3 ans de conversion, et pendant ces 3 ans, il faut que tu puisses vendre tes produits, que tu ne traites plus, et il te faut le vendre au prix des conventionnels. Avec des techniques qui quand même, ça te coûte plus cher, parce que tu n'as pas les désherbants. L'herbe, il te faut l'enlever à la main. Et tu te lances pas, à moins d'avoir assez de terre et d'avoir des terres qui sont convertissables en bio immédiatement. Voilà, le souci, il est là. Pour nous, c'était très compliqué. Les terres, elles n'étaient pas en bio directement. Il n'y aurait pas eu les AMAP, on n'allait pas vers le bio. C'est tout bête. C'est la soupe la plus rentable, parce que tu la bois, tu la remplis en même temps. C'est toi qui as fait appel. Comment ça s'est passé la transition de la vente sur le marché à la vente en AMAP? Alors comme Véro l'a dit, on s'est dit si ça marche pas, on fait encore des plantes aromatiques pour que tu ailles les vendre au marché. Ça a duré 15 jours. J'ai pris une colère, je lui ai dit moi, j'en peux plus. Parce que me lever à 3 h du matin pour aller vendre des plantes aromatiques, puis derrière enquiller la journée au jardin, puis le soir, parce que c'était moi qui faisais les distributions à la MAP, rentrer à 21 h, discuter
le matin, tu t'étais bataillé avec les commerçants pour vendre. Et tu m'as pas donné ceci, et tu m'as pas donné cela, et ça c'est pas joli, et tu m'en feras combien le marché d'après, et tu me fais chier, combien tu vends ta merde, parce que c'est comme ça qu'on te parle, et c'est pas sûr que tu vendes, donc tu as la pression, il faut que tu te battes, t'as une journée con, d'enfer. Moi au bout de 15 jours j'ai dit j'arrête. Je ne peux plus, ou tu choisis l'un ou tu choisis l'autre, con, j'arrête. Alors on n'a pas arrêté bien sûr, les autres ils avaient payé. On a dit, bon, ils ont payé, on va laisser tomber l'autre truc. Bon, c'était prévu de le laisser tomber. Hein. Et c'est pour ça qu'on était à 100% en AMAP. Donc la transition, ça a été très dur, ça a été très difficile. Même que, bon, après, économiquement, la première année, en plus, on avait fait les comptes et au mois d'août, on avait vu qu'on rentrait dans le rouge, parce qu'on n'avait pas bien calculé. Il y avait des frais qui s'étaient mis là et qu'on ne pensait pas qu'ils y étaient. Donc on commençait à ne plus avoir de revenus. On a dit il faut qu'on arrête. Et donc à l'époque on faisait tous les 6 mois les contrats. On a dit bon ben on arrête, on va leur annoncer qu'on arrête. On avait fait un plan de voir qu'est-ce que c'est qui n'allait pas dans notre fonctionnement et qu'est-ce que c'est qu'il fallait mettre pour que ça fonctionne. On avait regardé, mais on a dit bon ils iront jamais. Avec une petite, il y avait une augmentation du prix de la part. Et donc on a dit bon tant pis, donc on a proposé et voilà, ils nous ont dit non, tu n'arrêtes pas, Alain. On était assis tous à l'Assemblée Générale, toutes les AMAP, et ils se sont tous levés quand ils ont dit non, tu n'arrêtes pas. C'est assez surprenant, hein. Non, tu n'arrêtes pas. Et je me souviens très bien, il y en a une qui m'a dit bon, on te connaît quand même maintenant, on commence à te connaître à toi. Tu as dû faire sûrement un truc avec ce que tu avais besoin, parce que tu as dû compter. Ben oui, j'ai compté, bien sûr que j'ai compté. Si je vous dis que j'arrête, c'est que j'ai compté. Alors, combien il te faut? Et voilà. Ok. Ils ont accepté, on a fait. Pourtant, ils ont accepté, ils avaient un panier. Alors, ils avaient un panier, le premier panier. Quand on le regarde, on dit purée quand même bon. On les a fait souffrir. Parce que le premier panier, comme on faisait beaucoup de plantes aromatiques avant, il y avait beaucoup de plantes aromatiques. C'était la moitié du panier, c'était que des plantes aromatiques. Bon, t'avais un paquet de ciboulette, un paquet de basilic, un paquet de persil. C'était fou. Mais c'est pas avec ça que tu manges. Bon, mais ça, il fallait nous laisser le temps. Ils nous ont fait confiance. Il y en a encore qui sont là depuis le début. Comme il y en a d'autres qui sont partis. Donc lui en premier. Lui en premier, on va aller voir l'autre. Bon, on n'arrose pas. Donc ouais, va couper le moteur dodo. La roquette, c'est là. Ouais, roquette. Ça, c'est qui? Donc t'as coupé le moteur? Oui. Parce que tu vois, lui il est bien né. Est-ce que maintenant il faudrait pas que... On va descendre. Non mais moi je pense que il a pas fait, il a fait un peu plus frisquette et du coup ça a pris un peu plus de... Elle parlait de descendre peut-être les pédicelettes là-bas, tu vois, pour l'oignon. Pour apporter un peu, du moins la nuit. Prendre un peu de chaleur. Faudrait mettre et enlever, tu vois ce que je veux dire. Des nuits froides. Des nuits froides, qu'on n'ait pas d'ensoleillement. Cette nuit t'es bien tombée. Oui, cette nuit, oui, elle est tombée en température. De ramener un peu de chaleur. C'est-à-dire vers les 4h30, tu vois là, quand tu sens que les températures commencent à chuter. Alors, bon, c'est bien plus simple pour un paysan d'avoir ces terres qui deviennent constructibles. Il arrive en fin de carrière, il a une retraite qui permet en général pas de vivre. Et il a un capital, si la terre est constructible, énorme. Donc on peut comprendre très bien le gars qui dit je vends et je m'assure une super retraite et puis voilà.
Bon, c'est normal. On va dire que c'est normal. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la cotisation de la retraite, il ne l'a pas faite peut-être quand il faut, mais pouvait-il la faire par rapport à ses revenus? Lui payait-on les légumes assez bien pour qu'il puisse se faire un capital retraite? Est-ce que c'est bien plus facile, est-ce que ça soulage beaucoup plus de conscience de rendre des terres constructibles à un maraîcher, de les perdre, pour pouvoir assurer une retraite et pour qu'on soit tranquille derrière? Donc l'accaparement, ouais, ils nous en ont merdé, quoi. Ça a toujours été une pression un peu psychologique. Laissez-nous tranquilles. Mais oui, moi je l'ai vécu parce que c'était à l'époque, on est venu, on s'est installé, et il y a eu ça. Il fallait que ça devienne une zone industrielle, que ce soit une société d'économie mixte, pour pouvoir rentrer de l'industrie. Ok, j'ai rien contre l'industrie, j'ai rien contre ça. Mais à l'époque déjà, une vision un peu bizarre. Si tu veux, on mettait de l'industrie à côté des maisons d'habitation. Avec tout ce que cela peut comporter de néfaste par rapport aux habitations. Alors vous mettez de l'industrie, mais pourquoi vous mettez les habitations? Moi je leur disais, mais laissez une zone agricole de tampon. Les gens vivront mieux. Et ils ont quand même créé une zone d'habitation à côté d'une zone industrielle. Ah oui, mais alors on a gardé les terres, pourquoi? Parce qu'on a fait une pétition, parce qu'on est en AMAP, et que tout compte fait, on a gardé les terres. Mais on a gardé les terres, pourquoi? Parce que c'est des bonnes terres, déjà, et d'un. Et puis, de deux, même quand on propose beaucoup, si on le divise par le nombre de personnes qui y vivent dessus, si on fait une carrière, c'est 40 ans. Donc, si on ajoute tous les salaires, rien qu'en parlant de valeur économique, tu as 5 personnes qui vivent dessus pendant 40 ans. C'est beaucoup. Et le capital de la terre n'arrive pas économiquement à remplacer ce truc-là. Même si on te donne 2, 3 ou 4 millions d'euros, mais le reste, il n'arrive pas à faire vivre 5 personnes. Avec ce capital-là, tu ne feras pas vivre 5 personnes pendant 40 ans. C'est 30 000 euros une personne. Pour qu'elle ait un salaire pour manger et payer ses charges. Bon, 30 000 euros, ça fait 150 000 euros par an. N'est-ce pas? On le multiplie par 40, ça fait 6 millions d'euros. Mais la terre, on ne te donne pas 6 millions d'euros. On va te donner 1 million et demi. On n'y arrive pas. Donc le seul qui fera fortune, c'est moi. Mais pas mes descendants. Non, pas tes employés qui sont là, qui travaillent. Et tu nourris personne. Mais les terres, c'est fini. C'est plus renouvelable. Au bout du bout, qu'est-ce qu'on aura gagné? Rien. Et alors, est-ce que ça vaut le coup de ne pas les préserver, de foutre un hangar dessus, sur une terre que ça fait 50 ans que tu travailles et que là, maintenant, tu donnes un coup de bêche, quoi. Elle s'effrite comme rien. C'est un vrai bonheur. Mais c'est un vrai bonheur. Par rapport à une terre, que tu arraches un poireau, il te vient 1 kilo de terre. Hein? On disait, nous, qu'avant, que c'était la terre qui était très amoureuse, qu'elle nous aimait. C'est pour ça que maintenant, on l'aime encore plus. Mais elle était amoureuse, pourquoi? Parce qu'elle s'accroche aux bottes. Elle ne te lâche pas de la botte, elle est amoureuse. Bon, alors si elle t'a donné de l'amour, après, il faut lui en donner un peu après. C'est elle qui a commencé. C'est rigolo. Tu ne retrouves jamais la valeur agronomique de la terre. Jamais. Ça peut vous a aidé quand même. Oh, quoi, énormément. Annie, quand elle l'a su, oui, elle nous a aidé énormément. Annie, avec Michel Sarail, une pétition sur Internet, 3000 signatures en 2 jours. 3. Beaucoup de monde qui se sont réunis à notre cause. C'est le bordel à Toulouse Métropole, quoi. Hein, parce que c'était Toulouse Métropole qui voulait nous les rendre constructibles. Ça te prend la tête aussi, parce que toi tu te dis, quand vous le comptez au milieu de l'affaire aussi. Hein. C'est pas si évident que ça, hein, Ok, on défend les terres, mais c'est toi. Ça a été un moment bien, si tu veux, très bien, parce que avant je me battais seul, avec quelques gars, mais qui ont dévié parce qu'on leur a promis du constructible, donc ils ont lâché le morceau. Et là, tu retrouves toute une communauté qui est quand même qui comprend.
Et donc, toute cette communauté fait que tu peux défendre les choses. La map, elle te permet, de t'asseoir économiquement. Hein. Elle te permet d'aller vers le bio, des méthodes de culture beaucoup plus agronomiques et tout ça. Ça te permet de réfléchir à tout ça. Ça te permet de faire plein d'expériences de variétés, de conserver des variétés, de faire plein de choses. Et ça te permet même de conserver des terres. Ce qu'essaye de faire Terre de Liens. En définitive, prenez tous les paysans, proposez-leur de faire ça. Si vous leur donnez des revenus, en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est que mes 2 enfants, les premiers, ils ne veulent pas entendre parler de la ferme parce qu'ils ont connu le truc où il fallait aller vendre au marché-gare et c'est pas sûr que tu allais le vendre. Donc ils te voyaient galérer. Du coup, tu as un système où tu peux embaucher des salariés, où le dernier de tes enfants, il voit pas ça comme un truc pas bien. Il trouve ça formidable, boum, il s'installe. La chanson, elle est vite. C'est pas compliqué. Messieurs les consommateurs, quoi. C'est à vous. Et alors, vous payez plus cher, moins cher. En définitive, la marge que vous laissez au distributeur, vous la laissez à nous. C'est que ça. C'est pas plus compliqué. Et regardez ce que ça permet derrière. Qu'est-ce que ça permet derrière? Donc j'envisage la reprise de la ferme tout en douceur. Déjà c'est bien, il m'accompagne au fur et à mesure. Du coup c'est le temps qu'il commence à me former. Moi je commence à m'adapter aussi au début, puisque c'est un métier qui est très physique. Et donc il faut laisser un peu le temps au corps de se mettre en place, mentalement et aussi musculaire, de pouvoir encaisser le choc du métier. Donc ça me permet déjà de franchir quelques paliers. Est venu complémenter l'expérience de mes parents dans le métier. Donc des fois, ce qu'on nous apprend à l'école, certes c'est une base très enrichissante, mais après sur le terrain, il faut avoir cette base pour pouvoir continuer, pour mieux comprendre ce qui est sur le terrain. Mais on a besoin quand même de conseils avec beaucoup d'expérience pour éviter certaines erreurs et apprendre dans de meilleures conditions, quoi. Donc oui, je souhaite continuer dans le système AMAP. Mes parents, depuis la fin de ma période scolaire en 2019, ils m'ont laissé le choix, le libre arbitre de choisir quel système de commercialisation je décide de choisir. Donc j'ai essayé plusieurs systèmes, donc la vente en gros, la vente en magasin spécialisé, qui est une toute autre philosophie que l'AMAP. C'est-à-dire là on rentre sur un marché, c'est-à-dire il faut être le plus performant, le produit le plus beau. Donc on s'éloigne un peu aussi de tout ce qui est niveau technique et les trucs. Il y a des impasses environnementales. Si on n'est pas au top du top, on peut se retrouver du jour au lendemain à la porte. Que ce soit la vente en circuit court avec un magasin, que ce soit la vente avec un grossiste. Donc déjà la map, ça évacue un peu déjà toute cette pression. Qui en fait c'est cette pression, je trouve un peu inhumaine. Et on n'est pas dans une méthode où on veut préserver son producteur. Enfin, moi je l'ai ressenti personnellement comme ça, où on est, si c'est pas toi, c'est un autre qui le fera. Tandis que là, on avait la map, on a le contact avec le consommateur direct, donc on a le retour déjà qui est très important avec le consommateur, de savoir si déjà notre produit est bon, s'ils sont satisfaits. Et souvent, on a de très, très bons retours, chose que dans le système inverse, ce qui revenait souvent, c'était surtout les aspects négatifs de ta marchandise que les aspects positifs. Donc après, la map, contrairement à le truc, c'est une réelle garantie économique qui fait une pérennisation aussi de la ferme. D'avoir la clientèle qui sont fidèles, et même que s'il y a la grêle, même s'il y a des intempéries, au moins ils sont là
comme dans les bons comme dans les mauvais moments, et du coup c'est ce qui facilitera mon installation. C'est sûr, ça me permet d'avoir une certaine visibilité, donc on vit moins dans la précarité, on va dire. Donc du coup on peut se projeter plus à long terme qu'à court terme.